Salut camarades, la dernière fois, nous évoquions ensemble la pas très tendre enfance de Temujin, des décennies avant qu'il ne s'impose comme l'empereur des peuples des tentes de feutre. Abandonné d'abord à la mort de son père par les clans suivant celui-ci, galérant ensuite à survivre, avant adolescent, de parvenir à s'imposer comme le chef de quelques familles de fidèles et de tisser des alliances dans la steppe. Enfin ça, c'est si on suit la version qui fait pleurer dans les chaumières, enfin dans les guerres, la version de l'histoire secrète des Mongols. Autrement dit, oui, je le répète de façon redondante à chaque vidéo, mais il faut bien le rappeler pour tous ceux qui arrivent en cours de route ou qui ne se souviennent plus, la seule source mongole quasi contemporaine des faits qui nous soit parvenue jusqu'alors. A l'inverse, j'ai appris via Simon Berger, doctorant à l'EHESS, que des historiens, depuis quelques années, se penchent avec un peu plus de pincettes sur le sujet et découvrent en filigrane d'autres sources mettant les événements abordés dans une autre perspective, qui fait parfois même plus sens encore que l'ancienne, et qu'on abordera plus tard, pour comparer. Oui, je sais, ça aussi c'est redondant, mais disons qu'on va appeler ça de l'honnêteté intellectuelle, parce que sans Simon Berger, je ne connaîtrais pas tout ça. Et puis, appelons ça aussi un petit peu du teasing. Ainsi, Temujin n'en a peut-être pas autant bavé dans sa jeunesse qu'on a bien voulu le croire jusqu'ici. Des pans entiers de l'histoire secrète seraient ainsi à relativiser. Néanmoins, vu le contexte politique explosif de la steppe à ce moment-là, qu'on a essayé de décrire le plus objectivement possible jusqu'ici, on ne peut pas douter du fait que ça n'a malgré tout pas dû être de la tarte tous les jours pour notre cher petit chef mongol. On va même voir que ça risque de pas se stabiliser tout de suite. Bref, nous avions laissé notre vaillant Temujin peu après son mariage en 1177-1178, à un peu moins de 20 piges, s'entourant de fidèles Nökers, ou compagnons d'armes, attirant à lui quelques familles trahissant déjà d'autres chefs mongols plus puissants que lui pour le rejoindre, et nouant de solides alliances aussi bien avec des clans riches mais modérément puissants, comme les Bosrur de son beau-père Daisetsen, qu'avec un véritable royaume comme celui des Kereit de Toril. Néanmoins, malgré ce relatif succès, d'autant moins évident à la base que quand même il semble avoir mal démarré dans la vie, principalement à cause de la mort de son père, prématurée et un peu absurde, eh bien, c'est pas prêt de s'arrêter de ce côté-là. Une fois de plus, alors que les choses commencent à se stabiliser pour Temujin, les conneries de son père le rattrapent, façon malédiction grecque, et le foutent dans la merde. À moins que ce ne soit encore l'histoire secrète qui en rajoute dans les violons, hein. Bref, un jour, en 1180 le plus probablement, débaroulent dans son campement environ 300 merkites, qui surprennent totalement les fidèles de Temujin, beaucoup moins nombreux, ou en tout cas absolument pas prêts. La panique est à son comble, chacun chope un cheval comme il peut pour se barrer, et du coup, eh bien, Berthé se retrouve sur le carreau, toute seule, alors même que, même Oelun, la daronne, s'en est trouvé un de cheval. Bref, Berthé est ainsi toute seule. Ah non, pardon, il y a peut-être aussi sa mère, Rotan, qui a vachement bien choisi son moment pour venir rendre une petite visite. Et c'est pas tout. Non seulement Temujin abandonne clairement sa femme et sa belle-mère, ou sa servante, hein, on n'est pas sûr, mais il le fait peut-être même sciemment, de manière à ce que ses agresseurs, qu'il croit d'abord être des Tatars, se concentrent sur sa femme pendant que lui prend la poudre d'escampette. Ah oui, toujours dans le bouquin qui est supposé glorifier son existence et ses hauts faits d'armes, hein. Oui, absolument. Parfaitement. S'il faut que je donne ma femme, je la donne. Et les vôtres avec. Mais juste une question, on n'a pas encore évoqué l'éventualité de combattre. J'ai dit une bêtise là. Bref, Berthé et sa mère Rotan, à moins que ce ne soit la mère de Belgutei, Sulchigei, ou la vieille servante du camp, Koakchin, qu'on confond parfois, eh bien ces femmes sont interrogées par les merkites, qui, apprenant que Berthé est la femme de Temujin, se réjouissent et abandonnent aussitôt toute poursuite du jeune chef mongol. Pourquoi? Parce que parmi la troupe merkite, il y a Chilger Bokro, le jeune frère du Khan merkite Tortoa Beki et, en l'occurrence surtout, du défunt Chiledu. Mais si, rappelez-vous, Chiledu, le gars à qui Yisukei 20 ans plus tôt avait volé son épouse Oelun pour ensuite qu'elle devienne la mère de Temujin. Autant dire que les merkites, après ces 3 jours de poursuite, repartent ravis d'avoir vengé l'honneur de Chiledu en embarquant la femme du fils de Yisukei, qui, comme prévu, lui, s'en sort donc sans une égratignure, grâce à sa merveilleuse femme Appa. Bref, la vente d'État continue, mais rassurez-vous, Temujin va s'élancer après sa promise pour la libérer héroïquement des griffes de ses ravisseurs, mais pas tout de suite. Ah bah non, d'abord il a une révélation sur sa destinée légendaire dans la montagne sacrée, la Burkhan Khaldun, où il s'est planqué pendant ces 3 jours de poursuite. Comme quand les Taïtchout le pourchassaient enfant d'ailleurs, dans cette même montagne.
Montagne qu'on n'a pas réellement identifiée à l'heure actuelle. Chaque clan avait peut-être la sienne, ou alors ça correspond à une région entière, ou à un ensemble de pics, on ne sait pas bien. Oui, tout le monde s'en fout, j'en ai conscience, mais bon. Si jamais quelqu'un veut chercher la Burkhan Khaldoun en Mongolie, moi je sais pas où c'est. Bref, il est persuadé désormais qu'il est bel et bien protégé par le grand ciel bleu, Tengri, vénéré par les Turco-Mongols depuis l'Antiquité, en parallèle des Tugen, la terre-mère. Bref, une protection du ciel qui n'est pas sans rappeler le mandat céleste des empereurs chinois, ou encore les anciens empires de la steppe. Mais cette fois-ci, encore mieux, puisque dans le cas de Temujin, cette protection se manifeste alors qu'il n'est même pas encore monté sur le trône impérial. Mieux, il se pense aussi protégé par cette fameuse montagne, la Burkhan Khaldoun, et jure donc de la faire désormais honorer tous les matins par lui-même et toute sa future famille. C'est bien, Loulou, je sais que c'est un passage constitutif de ton histoire, que tu construis ta légende entourée de tous tes fidèles lieutenants, de tes frangins, de toutes ces couilles là. Mais au lieu de remercier un gros caillou, tu voudrais pas aller chercher ta meuf qui est en train de morfler pour les conneries de ton daron, sans déconner? Venez, mes amis. Bon, de fait, il va tout de même s'y atteler, évidemment. C'est peut-être même d'ailleurs seulement après cet enlèvement qu'il se tourne vers Toaril pour obtenir son soutien, et pas avant. Bref, en tout cas, il va avoir Toaril pour obtenir un soutien militaire, afin de monter une expédition contre les Merkites. Lui-même n'a pas assez d'hommes pour ça, clairement. Ou du moins, ces hommes ont prouvé qu'ils n'étaient pas super efficaces face aux Merkites. L'avantage, c'est que dans l'entourage de Toaril l'attend une heureuse surprise. Le malin Jamukha, son Nanda, son frère juré, y est lui aussi, en qualité de Nokor, comme Temujin, donc compagnon d'armes, de Toaril, voire même carrément comme le chef de guerre de Toaril. On dit même qu'il y est avec tout son clan, les Jadjirad, ou Jadarad. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Déjà, ça illustre bien la complexe porosité culturelle, politique et ethnique, disons, de la steppe. Les Jadjirad, mentionnés depuis les Liao au moins, plutôt affiliés aux Mongols, puisque revendiquant une parenté contestée évidemment avec le lignage Kiad et avec les Borjigid en particulier, n'en sont pas moins à ce moment-là à la cour des Karaïtes, parce que c'est sans doute ce qu'ils ont de mieux à faire, tout simplement, depuis la chute de la Khamag mongole et la Confédération mongole en 1161 à la bataille du lac Buir. Bref, Jamukha, avant de se retrouver chez Toaril, a lui-même été malmené par les Merkites, puisqu'ils l'ont capturé quand il était enfant. Il parvient ensuite a priori à s'enfuir, forme une bande de guerriers, pas très énorme, mais bon, un peu costaude, et puis décide finalement, envers et contre tout, de revenir auprès des Merkites, tout simplement parce qu'ils sont plus puissants qu'eux, et que vaut toujours mieux ça que de se faire défoncer. Il offre donc ainsi ses services au plus puissant seigneur Merkite d'alors, Tortoa Beki, qui en échange lui pardonne son évasion. Devenu l'un de ses plus proches conseillers grâce à sa vive intelligence dépassant de beaucoup celle du reste de l'entourage du Merkite, du moins si on en croit Rachid al-Din qui nous raconte quelques anecdotes autour de ça, il décide un jour, justement, de se venger de Tortoa Beki en l'humiliant au passage un chouïa. Constatant que les gardes de sa tente sont pas très efficaces, il décide un jour d'entrer au matin avec ses hommes en force dans cette tente, face à un Tortoa légèrement paniqué, mais absolument impuissant. Accueil, déverrouillage. En espérant qu'il n'y aura plus d'action héroïque, je vous prierai de regagner vos fauteuils, d'éteindre vos cigarettes et de fermer vos gueules. Évidemment, Jamukha le rassure. Il a fait tout ça uniquement pour lui montrer qu'il n'était pas en sécurité. Heureusement qu'il est là. Tortoa en est d'abord vachement reconnaissant, mais Jamukha n'a pas fini. Il en profite pour demander à récupérer une totale liberté d'action, pour lui et les siens. Voilà. Sans quoi, il le bute. Vexé mais n'ayant guère le choix, le Khan Tortoa Beki accepte. C'est sans doute pour ça qu'ensuite, toujours de plus en plus ambitieux, on retrouve Jamukha libre d'aller auprès des Karaïtes, plus puissants encore que les Merkites, probablement donc en tant que chef de guerre de Toaril, à la tête de son clan retrouvé des Jadjirad. Du coup, la proposition de Temujin d'aller casser du Merkite pour un gars qui a grandi chez eux contre son gré, ça résonne. Quant à Toaril, déjà pour lui c'est une super occasion de s'en mettre plein les fouilles grâce au butin, tout en s'occupant de la famille de son ancien Nanda, ce qui redore un peu son blason. Mais y a pas que ça. Comme d'habitude, Toaril est mal barré politiquement.
Peut-être aussi parce que c'est un tyran sanguinaire, brutal et mal aimé qui a fait buter tous ses frères pour régner seul en autocrate, alors que leur père avait prévu de diviser le pouvoir entre eux. Peut-être. Non seulement son pouvoir est alors menacé par son fils et par son oncle, mais dans le même temps, les Naiman, ennemis traditionnels des Kerates, sont de plus en plus puissants dans la steppe, alliés désormais aux Oirat, Ungut, Merkit, Tayichut, et même aux Tatars qui, de leur côté, en ont marre de leur rôle habituel de gendarme des djinns. Donc, pour un Toril de plus en plus isolé, se rapprocher du jeune Temujin, ça coûte pas grand chose, mais ça peut rapporter gros. Et c'est ainsi que Toril et Jamuhra acceptent. Malheureusement pour le Berthe, faut pas imaginer que les gars foutent illico le cul sur leur selle et partent la libérer à bride abattue. En même temps, s'ils se mettent à abattre la bride de Temujin... Oui, ça ne se voit pas, mais ceci est une tentative de blague en anglais avec bride. Bride. Bref. Dans tous les cas, ils mettent un sacré temps, les gars. C'est probablement pour organiser l'expédition, mais enfin, ils ne partent pas à la rencontre des Merkites avant de longs mois, voire même avant un an. C'est quand même très très long comme organisation. Right, this calls for immediate discussion. What? Immediate. Right, new motion? Completely new motion. There be immediate action once the vote has been taken. Well, obviously, once the vote's been taken. Après, résultat de l'attente, c'est sûr que ça a de la gueule. On parle de 4 divisions, soit 12 000 Kerates et Mongols, dirigées par Toril sur l'aile droite, Temujin au centre et Jamuhra sur l'aile gauche, partis avec la plus grande discrétion pour surprendre les Merkites sans qu'ils n'aient le temps d'appeler leurs alliés. Mais déjà, le fort caractère d'un de nos 3 larrons se démarque. Non, pas Temujin, Jamuhra, que le simple statut de Nucker, qui implique une certaine notion de servilité, ou de vassalité du moins, ne semble pas satisfaire. On voit bien que malgré ce statut, en effet, il cherche à en imposer, Jamuhra. Déjà, à la stupeur des 2 autres, il fournit autant d'hommes que d'eux réunis. Sans doute parce que il est déjà à l'époque le chef mongol le plus puissant encore que Targutai et Tayichut. Mais en plus, il leur impose aussi le point de rendez-vous. Bien que les 2 autres aient initialement proposé un lieu de rendez-vous plus proche et plus pratique pour tous les 3, eh bien Jamuhra leur impose de le retrouver près des sources de Lonon, en plein cœur de la chaîne du Khentei, non loin de la Sielenga. Ce qui donc implique que c'est Toril qui finalement se tape le plus de trajets, alors même qu'il est Khan et pas eux. Enfin, s'il veut se faire marcher sur les pompes, ça le regarde. Bref, ils l'y rejoignent tant bien que mal, et là ils se font carrément engueuler. Jamuhra, ça fait 3 jours qu'il poirote, alors qu'ils lui avaient donné leur parole de le rejoindre plus tôt. Or lui et ses 2 divisions, donc environ 6000 hommes, ils se trouvent là, dans les montagnes, et non pas dans la steppe. Or je rappelle que les cavaliers des steppes, en plus, ont souvent 2 montures de rechange, sans oublier qu'il y a déjà des familles qui vivent dans le coin, et qui vivent des ressources locales. Autrement dit, trouver dans la montagne du fourrage pour les 12 à 15 000 canassons de Jamuhra, sans non plus dépouiller les locaux, c'est déjà pas fastoche quand on est dans les temps, mais alors si vous rajoutez 3 jours de rab, laissez tomber. Pour donner une idée, Jack Weatherford a calculé que ça représentait 5000 acres d'herbe par jour, soit 20 km². On comprend qui gueule, Jamuhra, quand même. En plus, comme il le rappelle, pendant ces 3 jours, n'importe quel Merkite passant là par hasard aurait pu voir les préparatifs et partir d'art prévenir non seulement ses potes, mais aussi leurs potentiels alliés. Bref, Toril et Temujin se font mais pourrir par le caractériel de Jamuhra, sans pouvoir trop rien dire, vu qu'en plus, il amène autant d'hommes que de réunis. Peut-être même que le lâche Toril se dédouane sur Temujin, d'ailleurs. Après tout, il n'est pas supposé connaître les territoires mongols, lui. Désolé, celui-ci m'avait annoncé 2 jours de voyage, il en a fallu 3. Ah, d'accord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je vous colle tout sur le dos. Honnêtement, est-ce que c'est très surprenant? Non. Voilà. L'histoire secrète insiste ainsi beaucoup sur cet épisode, afin de montrer qu'il a été déterminant pour le jeune Temujin, encore peu expert de la chose militaire. Apprenant ainsi de ses erreurs, il prendra désormais bien soin de toujours respecter sa parole, j'insiste sur les guillemets, d'être ponctuel, de toujours bien étudier le terrain pour mieux gérer tout ce qui est provisionnement et donc anticipation, bref, en gros donc, de toujours tout planifier au poil de fion. Bref, ainsi réunis, il se rapproche des territoires merkites, sur les rives du Khilok, un affluent de la Sielenga dans les montagnes voisinant le Baïkal. Malgré leur volonté de rester discrets, ils se font quand même gauler par un pêcheur alors qu'ils traversent la rivière. Mais néanmoins, trop tard pour que les Merkites aient le temps de se retourner. Très vite donc, les combats font rage dans un chaos indescriptible. Après, vu qu'on cause d'une source qui a un petit souci avec la notion de temporalité,
il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse en fait d'une série de campagnes contre les Merkites qui narrativement auraient été réunies en une seule, ce qui expliquerait à la fois le temps que met l'expédition à partir et la violence des combats qui suivent. En tout cas, pendant que ça se fout sur la gueule à tour de bras entre les Merkites, les Kareits et les Mongols, Temujin, dit-on, va de camp merkite en gueulant le nom de Berthé. Sauf que Berthé, ne sachant pas qu'il s'agit ni de Mongols ni de Kareits, ni même qu'on vient la libérer, elle a préféré se tailler sur un chariot pour pas être à nouveau capturée, pas folle. Mais rassurez-vous, ils finissent quand même par se retrouver, ils sont amoureux, c'est mignon. Même si sur le coup, Temujin ne la reconnaît pas et manque de lui fracasser le crâne, mais c'est un détail. Mais Berthé n'est pas toute seule. Bon, déjà, elle a été enlevée a priori avec une autre femme, qu'il s'agisse de la mère du demi-frère de Temujin, Belgutei, disons Sulchigei, de la servante d'Oelun, Koakchin, ou de la mère de Berthé, Khotan. Et cette femme, désormais maquée à un Merkite, de force évidemment aussi, eh bien elle refuse apparemment de rentrer. Mais surtout, quand je dis qu'elle n'est pas toute seule, je devrais plutôt dire qu'elle est plus toute seule, Berthé. Elle est enceinte. Sachant qu'elle n'a pas vu Temujin depuis a priori plus d'1 an, on peut légitimement douter de la paternité du machin, et éventuellement l'attribuer au Merkite qui se l'est approprié, il n'y a pas d'autre terme, après son enlèvement, Chilger Boko, le frère de Chiledu, l'homme à qui Yisukei avait enlevé Welun en son temps. Bref, il doit pas être joyeux, Temujin. Enceinte jusqu'aux gencives. Le déshonneur, la honte, l'humiliation. Bon, quand vous serez à court de synonymes, aurez-vous l'obligeance de m'obtenir de quoi m'asseoir? En vérité, il semble pas trop mal le vivre, considérant l'enfant à venir, dit-on, comme le sien, mais enfin tout en l'appelant quand même Jochi, ce qui signifie l'invité, ou l'hôte, Après, il s'appelle peut-être comme ça parce qu'il est né ensuite dans le camp de Jamukha. Enfin, j'y crois moyen, d'autant plus que sa paternité va effectivement poser problème plus d'une fois dans la suite de l'histoire mongole, notamment au niveau de la succession. Bref, Temujin ayant récupéré Berthé et fait liquider tous les hommes ayant participé à son enlèvement avant de réduire leur famille en esclavage, un classique, je rappelle qu'on parle quand même de 300 gonzes, donc 300 familles, eh bien il n'a plus vraiment de raison de continuer à pratiquer la campagne contre les Merkites, qui fait toujours rage depuis des mois. Il se retire donc des combats, invoquant pour ça son nombre élevé de pertes. Avec ce désistement semble-t-il important, qui souligne donc que Temujin n'est sans doute pas aussi isolé qu'on le prétend, c'est ensuite au tour de Toril puis de Jamukha de mettre un terme à la campagne, pour le plus grand bonheur des Merkites qui vont pouvoir souffler un peu. Mais enfin c'est quand même pas très sympa de la part de Temujin de laisser ses potes sur le carreau après les avoir tannés pour qu'ils lui filent un coup de main. Oui, mais plutôt que de l'égoïsme, il faut sans doute y voir un calcul politique de Temujin. Certains pensent que si cette campagne avait continué, les Merkites y passaient définitivement. Or, il valait mieux, pour Temujin, éviter que les puissants Kareits ou les nombreux Djadjirad le deviennent encore plus, grâce à l'éradication d'une autre puissance légèrement moindre. Bref, nous sommes a priori vers 1181, tout simplement parce que Jochi naît en 1182, donc à moins, que Berthé n'ait porté Jochi pendant 3 ans, ce qui nous mènerait en 1184, comme le pensent certains autres historiens. Enfin bref, nous sommes a priori vers 1181. Tandis que Toril et les Kareits rentrent chez eux dans la vallée de la Tula, couverts de butin, Temujin, qui vient de mener avec succès sa première expédition militaire, décide de suivre Sananda Jamukha et d'installer son camp près du sien vers les sources de l'Onon, ce qui est fort peu habituel dans la steppe, où chacun d'ordinaire nomadise de son côté. D'aucuns disent d'ailleurs que Temujin aurait pu aussi bien suivre Toril, mais que celui-ci le préférait voir suivre Jamukha, tout simplement pour qu'il apprenne de lui. Son père Yisukei étant mort quand il était enfant, eh bien Temujin n'a guère appris à diriger son clan, que ce soit à la guerre ou dans la vie de tous les jours. Du coup, s'il doit devenir le Nokor de Toril, autant qu'il apprenne le métier auprès de celui qui est peut-être le chef mongol le plus important d'alors, Jamukha. Et ça tombe bien, les deux Zandas sont plus cul et chemise que jamais, se faisant des cadeaux, picolant tous les deux, dormant parfois dans le même pajot, etc. Mais enfin, plus comme Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion que comme Alexandre et Héphaïstion a priori. Quand il fera rédiger son code de loi, l'Irzasak, ou le Yasak, comme on le connaît le plus souvent, le futur Chinggis Khan fera punir la sodomie de mort, donc bon. Ou alors c'est dû à un trauma par rapport à Jamukha qui, lui... non, rien. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Ainsi donc, nos deux Mongols sont comme larrons en foire, au point qu'au bout d'un temps, Berthé en a marre, reprochant à Temujin de passer plus de temps avec lui qu'avec elle, et l'incitant, comme Oelun, à se méfier de la personnalité dominante de Jamukha. On pourrait y voir de la jalousie, surtout que Berthé a déjà emmerdé Temujin à cause de son amitié avec Borokhul,
Mais faut bien admettre que Jamoucha, c'est un sacré morceau. En effet, Jamoucha est une vraie diva, extrêmement caractérielle, lunatique, et qui se prend pas pour de la merde. Ainsi par exemple, s'il estime énormément Temujin, ou du moins s'il estime un peu Temujin, il n'en méprise pas moins clairement ses frères Khassar et Belgutei, notamment lorsque ceux-ci sont venus le chercher pour aller combattre les Merkites. Et ce sens de la supériorité ne le quitte que rarement, du moins si l'on en croit toujours l'histoire secrète, qui, écrite a posteriori, est bien obligée de dévaloriser Jamoucha par rapport au merveilleux Temujin. On lit ainsi souvent que Jamoucha était très attaché aux principes aristocratiques et hiérarchiques de la steppe, se voulant lui-même très autocratique, très hautain, là où, à l'inverse, le parfait Temujin promouvait méritocratie, solidarité, conseil collectif, etc. Mais surtout, n'y a-t-il vraiment dans cette cohabitation des deux chefs qu'une profonde amitié fraternelle? Vu qu'on parle sans doute des deux hommes les plus rusés et calculateurs de la steppe d'alors, on peut en douter. Ainsi, Temujin a bien conscience que son frère juré est un allié de taille, déjà parce qu'il est plus proche des Borjigid que le Kereit Toril, mais surtout parce qu'il a beaucoup d'hommes, des hommes mongols, dont Temujin peut tenter, à son tour, de s'attirer la fidélité. Jamoucha, lui, surtout si on en croit Berthe et Welun, devait vouloir chercher à utiliser son frère juré et ses nombreux talents comme la pièce maîtresse de ses ambitions militaires et politiques. En gros donc, en faire son second, d'autant plus que le rang de Temujin dans la hiérarchie Borjigid était un bon argument en plus. Temujin au début ne semble pas être convaincu de ça, rejetant ces accusations comme le fruit de la méfiance et du pessimisme typiquement féminin, avant de se rappeler qu'il ferait toujours mieux d'écouter les femmes. Ainsi, au bout de 18 mois, au printemps 1183 probablement, leurs relations sont de plus en plus tendues, et c'est finalement Jamoucha qui provoque la rupture, encore avec une histoire d'herbe. Pas d'herbe... Bref, en pleine nomadisation, il fait remarquer à Temujin que ces éleveurs de chevaux sont gênés dans leur gestion des pâturages par les éleveurs de moutons du Borjikin, une manière subtile de lui rappeler que même après l'expédition contre les Merkites, eh bien, il est toujours moins puissant et surtout plus pauvre que lui. Bah, en même temps, il a qu'à partager, c'est son camp, que je sache. Mais c'est ignoble chez vous. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil? C'est ici que Monseigneur loge son personnel. Ah, c'est joli. C'est très joli. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière cette remarque ambiguë? Une authentique dispute de pâturage entre riches éleveurs de chevaux et pauvres éleveurs de moutons, soutenue par les conseillers de Jamoucha? Un reproche de Jamoucha quant au pacifisme de Temujin alors qu'ils devraient tous deux partir en guerre et assouvir leurs ambitions? Un proto-conflit de classe entre l'aristocrate Jamoucha et le plus humble Temujin? Ou, à l'inverse, comme le pensaient les soviétiques qui n'appréciaient guère Chinggis Khan, entre Jamoucha, proche du peuple, et Temujin, proche de l'aristocratie? Une prise d'ombrage de Jamoucha face au charisme grandissant de Temujin dans son propre camp? Dans tous les cas, si Temujin semble en avoir été déconcerté initialement, sa mère et sa femme lui disent « C'est pas faute de t'avoir prévenu, du con !» De notoriété publique, Jamoucha se lasse vite des choses comme des gens. Temujin, du coup, gamberge. S'ils se séparent, ils ne sont plus compagnons. Et s'ils ne sont plus compagnons, ils deviennent rivaux. Et si les deux n'arrivent plus à être un, qui dirigera? Sachant que Temujin ne compte pas rester simple lieutenant, que ce soit de Toril ou de Jamoucha. Bref, la rupture est consommée, et Temujin finit par partir de son côté, tout droit, sans même s'arrêter pour la nuit. Et c'est là qu'on peut constater, du moins toujours selon l'histoire secrète, eh bien cette fameuse révolution méritocratique qu'il aurait mise en place. De jour en jour, il est rejoint d'abord par des hommes, puis des familles, voire des clans entiers qui jusqu'ici suivaient Jamoucha. En effet, si suite à la rupture, les clans mongols se réunissent pour décider de la marche à suivre, le consensus est difficile. Les anciens et les plus nobles voudraient confier le pouvoir d'une nouvelle confédération à Jamoucha, puissant et très attaché aux principes hiérarchiques traditionnels de la steppe, mais pas les plus jeunes et les plus modestes, qui préfèrent se ranger derrière Temujin. Ça part en full guerre des classes, là. Oui, parce qu'ils ont trouvé un leader, un meneur d'hommes, du qui entretient le conflit et qui les monte contre nous. Qui c'est celui-là? Un qui défend les pauvres. Voilà. Alors moi je vois pas l'intérêt, mais enfin il faut croire qu'il y en a que ça occupe. S'ils s'y opposent, les jeunes et les pégus, c'est parce qu'en effet, Temujin semble vouloir apporter un vent nouveau sur une steppe vérolée depuis les années 1160 par les conflits Kereit-Naiman, les conflits Borjigid-Taïchut, les raids Merkites, les Tatars au service des djinns, mais surtout par ces foutues vieilles structures hiérarchiques étouffantes et immuables.
A l'inverse, lui, le Borjigin, promeut méritocratie et perméabilité sociale là où les autres ne jurent que par la hiérarchie et la noblesse du sang. De même, là où les anciens promettent action et butin sans trop s'activer tout en se réservant la part du lion, eh bien lui, il en livre vraiment, grâce à de nombreux raids, et de manière généreuse et équitable. Le revers de la médaille étant quand même que malheureusement, ça banalise, voire ça glorifie, la violence, le pillage, le viol, etc. Oui, encore plus que d'habitude. Ainsi, certains parmi les clans communs d'Iorlukin, mais aussi d'ailleurs parfois parmi les clans Nirun, aristocratiques, même si la grande majorité de ceux-ci reste plutôt avec Jamukha, qui représente un peu mieux, on va dire, leurs intérêts économiques et politiques, eh bien, certains parmi ces clans le rejoignent carrément, comme les Tarkut, Bayaout, Barula, Mangut, Arulad, Baharin, Orienchai, Besut, Suldu, Jalaïr, ou alors même parfois les Genige, les Sakaïtes, et même les prestigieux Djurkin, cousins des Borjigid. Pour vous dire, même certains membres du propre clan de Jamukha, les Djadjirad, se rallient à Temujin. Mieux encore, il est rejoint par certains membres éminents de la famille Borjigin, mieux placés que lui dans la hiérarchie familiale. Son oncle paternel Daritai, qui pourtant ne l'aime pas, Satcha Beki, arrière-petit-fils de Khaboul et chef des Djurkin, avec son frère Taishu, Khouchar Beki, fils du frère de Yisukei Negun Taishi, ainsi Kaltan Ochigin, fils de Khutula. Pour vous dire combien la défection de ces osios est importante, Jamukha leur reproche carrément ensuite d'avoir causé à eux seuls la séparation entre lui et Temujin en favorisant ce dernier. Par rapport à Jamukha, qui était jusqu'ici le chef mongol le plus puissant, et qui s'attire encore les préférences de nombreux clans Nirun, inquiets de la montée du méritocratique Borjigin, notamment les Taïchut évidemment, Temujin se retrouve donc avec le soutien de certains grands chefs de clan, comme Khorchi du clan Nirun Barin, très important, mais surtout, comme on vient de le voir, par celui des héritiers des deux derniers Borjigid à avoir régné sur l'ensemble des Mongols dans le cadre de la Khamag mongole. Après, il est probable qu'il ne le soutenait initialement que parce qu'il le pensait plus malléable et gérable que le dédaigneux et tyrannique Jamukha, ou parce qu'il pensait pouvoir en tirer un plus grand profit. Khorchi, par exemple, négociant quasiment son ralliement à Temujin au nombre de captifs sexy près. Qui plus est, mieux placé que lui dans la hiérarchie familiale, ça leur laissait un certain contre-pouvoir qu'ils pouvaient peut-être moins faire jouer face à Jamukha. Mais enfin, ils vont vite comprendre que face à Temujin non plus. Attention, on va bien être gentil, mais va pas falloir commencer à filer des ordres. Si. Quoi? Pourtant, ce ne sont pas ces noms-là que l'histoire a le plus retenu, sans doute parce que l'historiographie impériale mongole a préféré se souvenir, dans un souci de propagande efficace, des fidèles lieutenants de moindre extraction de Temujin, ses 4 chiens féroces et ses 4 étalons par exemple, plutôt que de ces aristocrates profiteurs et prompts aux volte-face. Ainsi, on trouve Borchu, du clan des Arulad, Borokhul, des Ushid, Djelme, fils de Djarchigudai, un forgeron parmi les Olianchai, un peuple des forêts, le futur grand général Mukhali, des Jalaïr, le jeune frère de 10 ans de Djelme, Subedei, venu lui aussi de la taïga, ne connaissant pas la steppe et ne sachant même pas encore monter à cheval, mais très intelligent et qui devient, très vite, un excellent guerrier aux côtés de son frère. Suite à un échange au sommet avec les hautes instances de l'EHESS, Okusimon, la rédaction est au regret de devoir annoncer que Djelme et Subedei ne sont en fait pas Urianchai, peuple Oyinirgen vivant bel et bien à l'ouest du Baïkal, entre steppe et taïga, mais Urianchad, pluriel d'Urian Khan, qui eux sont bel et bien des Mongols, dépendants du lignage Khian, vivant entre Onon et Karulen comme la plupart des Mongols, et pratiquant le pastoralisme nomade. Ce qui est aussi plus cohérent avec le fait que Temujin rencontre ces deux osios à ce moment-là. On voit difficilement comment son aura encore débutante aurait pu attirer des non-mongols jusqu'à lui si tôt. PS. N'empêche que si à chaque fois ça se joue à une lettre, je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas fini de voir des orchidées. Ceci était une note de la rédaction. Même l'ancien fidèle Neuker de son père, Monglik, qui avait pourtant abandonné Temujin et sa famille à la mort de Yisukei, revient auprès de lui. Et ça ne fait que commencer. Bien d'autres encore se joindront bientôt à lui pour étoffer sa légende. Et afin que tous donnent le meilleur d'eux-mêmes, il encourage carrément les associations parmi eux, afin que chacun apprenne des traits de caractère et spécificités techniques, ethniques, culturelles, etc. des autres, réunissant par exemple Belkutei et Borchu. Au total, il serait ainsi suivi à l'époque, vers 1183-1186, par 13 000 hommes, divisés en 13 unités militaro-administratives, 13 mingan, et donc 13 camps,
Le premier, le sien, avec ses fils, ses intimes et ses gardes du corps, le second, dirigé par ses frères et leurs hommes, et le reste par clans déjà existants. Il en profite aussi pour affiner le fonctionnement de ses unités, les poussant notamment à la compétition et les entraînant carrément lors de fausses batailles organisées, qui dégénèrent parfois le Mongol et joueurs. Il va jusqu'à réorganiser la hiérarchie et même l'agencement du camp, transformant l'ancien bordel de tentes habituel, qu'il ne supporte plus, en cercle concentrique autour de la guerre du chef. Ce qui d'un coup fait un petit peu moins méritocratico, horizontalo, tout ça. Regardez, ça descend. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est ta mouche, tiens. Ça, c'est ta mouche. Allez, ça, c'est ta mouche, ça, c'est ta mouche. Tiens. Et puis ça, c'est ta mouche. Voilà, t'as dit ça précieusement. Ainsi, non seulement Temujin est-il en train de s'affirmer, mais surtout de se démarquer, que ce soit notamment par rapport au sanguinaire et égoïste Tooril, au vieil incompétent porté sur la bouffe Ketargutai, ou à la diva méprisante Jamura, toujours très accrochée aux vieux principes aristocratiques de la steppe. C'est donc sans réelle surprise que vers 1186, lors d'un Kuriltai, c'est-à-dire une assemblée des chefs en gros, Temujin est carrément élu Khan des Borjigid, principalement à l'instigation de Sacha Beki, chef des Jurkin, Altan, fils de Khutula, et Khutchar, fils du frère de Isukei. Pourtant, initialement, ces deux derniers s'étaient vus offrir le Khana, Temujin ayant même loyalement précisé qu'ils ne le prendraient que si eux le refusaient. Alors pourquoi ont-ils refusé? Parce qu'ils ont dû entre-temps comprendre leur erreur. Certes, il valait mieux quitter l'autocrate méprisant qu'Edjamukha, mais Temujin ne s'avère pas plus malléable pour autant. Au contraire, ses qualités, sa popularité et, chose qu'il est le seul prince mongol à posséder, ses bons rapports avec le Khan Kereit, le mettent dans une position telle que, désormais, quand bien même un autre serait choisi Khan, eh bien il ne pourrait que s'effacer devant Temujin, qui régnerait dans les faits, avec ou sans titre. Après, entendons-nous, quand bien même l'événement revêt une immense importance symbolique et marque un tournant dans sa vie, même si pas mal de clans importants sont absents du Kuriltai, comme par exemple les Taïchut, les Ongirat ou les Seljut, le pouvoir qu'il obtient ainsi n'est pas celui d'un suzerain absolu régnant sur ses vassaux, comme il le deviendra plus tard en 1206. Pour le moment, il est encore loin d'être Chinggis Khan, même si l'histoire secrète étonnamment commence dès lors à l'appeler ainsi. En effet, le serment de fidélité qu'on lui prête alors n'implique que la loyauté dans le cadre de la guerre, de la chasse et du partage des captifs. C'est tout. Pour le reste, il ne peut rien imposer à ses hommes. De toute façon, je ne compterais pas beaucoup sur le soutien bancal et calculé de ces versatiles et ambitieux cousins Borjigid. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Mais il n'en a pas moins réussi. Contrairement à son père, a priori, même s'il y a des versions qui disent que son père l'a bel et bien eu, ce titre, enfin bref, l'histoire mongole c'est toujours compliqué. Contrairement à son père, il a donc obtenu le titre de Khan, et pour ça a suivi un chemin fort peu conventionnel pour l'obtenir. Même s'il faut bien l'avouer, comme d'habitude, voilà, il faut se méfier de l'histoire secrète qui lui fait un panégyrique énorme, vous avez compris l'idée. De toute façon, Khan ou pas, il a encore tout à prouver, ce qui va passer évidemment par la guerre. Certes, il s'en est bien sorti à l'époque face aux Merkites, il a fait pas mal de raids depuis, faisant répéter ses troupes, associant ses lieutenants, etc., mais ça n'a encore rien à voir avec ce qui fera plus tard sa réputation militaire. À tel point d'ailleurs qu'avant d'atteindre celle-ci, eh bien, il va manquer plus d'une fois de tout perdre à la guerre. Et on aura l'occasion de le voir. Car vous vous doutez bien que face à son ascension, les autres potentats locaux ne vont pas rester sans rien faire. Certes, il est d'abord chaleureusement félicité pour son élection comme Khan des Borjigid par Tooril et Jamukha, mais on a vu aussi que généralement il valait mieux se méfier de ces deux-là. L'un n'hésite pas à tuer les membres de sa propre famille pour rester au pouvoir et à abandonner tous ceux qui l'ont aidé à l'obtenir, comme Isukei. L'autre a une ambition dévorante, a déjà cherché à en faire son lieutenant, et digère sans doute mal de s'être vu déserté au profit du dit lieutenant par une bonne partie de ceux qui jusqu'ici le suivaient. Vous imaginez donc bien que la steppe n'est pas assez grande pour supporter trois bestiaux pareils. Et encore, ce serait sans compter ses cousins Borjigid ambitieux et jaloux qui n'attendent que de le trahir, les Taïchut qui veulent toujours écraser les Borjigid, les Merkites qui veulent se venger plus que jamais, les Tatars toujours prêts à casser du Mongol, les Naïman qui n'aiment guère les nouveaux pouvoirs dans la steppe, les sédentaires du sud inquiets de sa montée en puissance, comme les djinns. Bref, si vous croyez que le plus gros est derrière lui, non.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires. Un énorme merci aux Utipeurs et aux tipeurs pour votre soutien financier qui me permet tout simplement et d'en vivre et de faire vivre la chaîne, donc merci infiniment. Si vous en avez vous aussi l'envie, mais surtout les moyens, vous pouvez me faire un don sur l'un de ces deux sites, Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description. Merci évidemment comme d'habitude aussi à Simon Berger donc pour son support historiographique et à mon pote Martin Alcouf pour le coup de main qu'il m'a filé. Pour la suite des aventures, il va y avoir pas mal de choses, puisque vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Déjà, on va continuer sur Temujin jusqu'en 1206, et ça, je pense que ça nous prendra, je dirais, entre 2 et 4 vidéos, voire plus. C'est toujours compliqué à estimer avant l'écriture, donc j'aurais du mal à vous dire. Après, évidemment, toutes ces vidéos jusqu'en 1206, il y aura au moins la fameuse vidéo autour de ce courant historiographique alternatif dont je vous rebats les oreilles depuis que j'ai commencé la série sur les Mongols. Après ça, on aura plein de choix possibles, mais je pense qu'on ira faire un petit tour, on a plusieurs options. Pour rester dans le bain, on pourra faire un Hérodothèque sur la fameuse histoire secrète des Mongols, dont j'ai plusieurs traductions possibles. Il y a pas mal de mots historiques de prévus, puisqu'on va parler au moins du film Mongol de Sergei Badrov, sorti en 2007, que j'adore, qui fait partie pour moi des classiques, et qui est peut-être l'un des meilleurs films, voire selon moi le meilleur sur Genghis Khan qui ait jamais été fait. Après, on pourra faire une sorte de, soit plusieurs petits mots historiques, soit un gros pour déconner sur le reste de, comment dire, de ce qu'on peut trouver autour de Temujin, Genghis Khan, etc. Au cinéma, sachant qu'il y a par exemple Les Conquérants, qui est un film, je crois, de 55, avec John Wayne, et qui est tristement célèbre parce que ces cons sont allés tourner sur un ancien terrain d'essais nucléaires, donc ils ont quasiment tous chopé des cancers, et beaucoup en sont morts, John Wayne lui-même a priori. Il y a ce film de 65 qui s'appelle Genghis Khan avec Omar Sharif, qui est assez rigolo à traiter parce qu'il en dit long sur une vision qu'on avait des Mongols à l'époque. Après, il va y avoir plein de films asiatiques, je les ai pas tous vus, j'en ai chopé quelques-uns ces derniers temps, et je vais pouvoir tous me les mater, puis on verra bien après. Enfin bref, il y a beaucoup à en dire, beaucoup à faire. Je n'irai pas faire un tour du côté de Marco Polo, parce que cette série me gave, très franchement. Côté movie historique, j'ai aussi d'autres trucs de prévus. Il y en a un que j'aimerais bien faire, éventuellement, mais c'est pas sûr, là pour le moment je suis en train de mater le matos pour savoir si ça vaut le coup. Ça rappellera forcément quelque chose aux plus anciens parmi vous. Je vais aller faire un tour du côté de l'ORTF, c'est-à-dire l'Office de radiodiffusion et télévision française, qui, entre 1968 et 1969, a eu la bonne idée de faire une série sur les croisades, qui s'appelle Thibaut ou les croisades. Quelque temps donc après la fin de la guerre d'Algérie, c'est particulier comme série, c'est pas non plus dingue, mais j'essaye de voir ce que ça vaut, puis peut-être que derrière je vous en ferai un movie historique. J'ai aussi toujours un double movie historique en tête de prévu, puisqu'il représente à lui seul une expérience cinématographique que j'ai rarement croisée et que j'ai vraiment admirée profondément, donc j'aimerais bien faire cette espèce de double movie historique, soit en deux parties, soit en une seule grosse partie. Vous comprendrez pourquoi je parle de 2 films en une seule fois. Après, j'avais pensé à d'autres movies historiques, par exemple, j'avais pensé à, je sais pas moi, à faire Rob Roy, qu'on n'a jamais fait, ce serait sympa, ou des petites choses comme ça, enfin bref. Des movies historiques, j'en ai pas mal en tête. Après, il y a les croisades, où j'aimerais encore parler de Baudouin Ier et de Tancrède, puisqu'on n'a pas fini d'en parler. J'aimerais aussi, éventuellement, de toute façon, avec les croisades, aller, sans déconner, j'aimerais bien tenir jusqu'à la veille de Hattin, qu'on a déjà vu, parce que après ça, bon, le XIIIe siècle, comment dire, des États latins d'Orient est assez triste, mais le XIIe est assez stylé, donc j'aimerais bien l'étudier avec vous, mais ça va s'étaler sur des années. Il est évident que je n'ai pas oublié que j'aimerais parler toujours des Ottomans et des pirates, même si c'est moins ma vibe en ce moment, quoique les Ottomans m'ont un peu gratté ces derniers temps, là je dois bien l'avouer. Mais bref, j'aimerais bien retourner à ça. Évidemment, il y a aussi ce pourquoi à la base j'ai fait cette série sur les Mongols et pourquoi j'ai fait cette vidéo sur l'église nestorienne, à savoir, vous parler des 2 moines nestoriens du XIIIe siècle qui traversent l'Eurasie. Mais vu que pour ça, il faut vous parler du contexte géopolitique de l'intégralité de l'Eurasie à ce moment-là, c'est une série qui finalement va être beaucoup plus longue que prévu à mettre en place, parce qu'il faut parler de plein de contextes, c'est pour ça que je vous parle de tout ça, et donc il faudra aussi que je vous parle du contexte côté européen, qui est assez complexe au XIIIe, entre les Angevins en Sicile, les conflits entre Guelfes et Gibelins, les successions problématiques, etc., autour de l'Aragon, etc., Philippe le Bel aussi en France, Édouard Ier en Angleterre, enfin c'est un sacré merdier qu'il va falloir aborder dans son ensemble et qui va être assez sympa à étudier, mais ça va prendre du temps. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets, je suis persuadé que j'oublie encore plein de trucs que j'aimerais faire. J'ai aussi des projets beaucoup plus ambitieux, mais je ne vous en parlerai que quand ils seront véritablement amorcés, puisque je ne suis pas le seul concerné. Il y a aussi une question que j'aimerais vous poser.
Mais je pense que je ferai un sondage pour parler de ça. J'aimerais savoir quel est votre rapport en fait à l'aspect visuel de la chaîne, parce que je passe énormément de temps sur les enluminures, surtout sur cette dernière série, où je fais un travail de composition des enluminures, puisque je crée mes propres enluminures à partir, on va dire, des troncs, des jambes, des têtes, etc. J'arrondis. Quand un visage a été un peu effacé dans le manuscrit, j'essaie d'en trouver un similaire, et je le rephotoshop dedans gentiment, etc. Donc j'aimerais bien savoir si c'est un travail qui vous importe, dans quelle mesure en tout cas ça importe à certains d'entre vous, est-ce qu'il y en a qui ne font qu'écouter les épisodes, etc. J'aimerais savoir ça parce que en fonction de ça, je passerai peut-être un petit peu moins de temps sur les enluminures, même si en fait moi personnellement j'adore ça, mais c'est vrai que c'est quand même très chronophage pour finalement un résultat qui parfois importe assez peu. Par exemple en composant les 4 étalons et les 4 chiens féroces de Chinggis Khan, je me suis quand même dit, c'est dommage, Subedey il est un peu moche, alors ce serait bien d'avoir un général un peu plus beau. C'est complètement con, vous vous en battez les couilles de savoir que Subedey il est beau ou il est moche, mais bon, moi je sais pas, je fais des fixettes comme ça, donc j'aimerais savoir, voilà, quel est votre rapport à ça. Globalement, je ferai plusieurs petites cases, etc. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous écoutez, est-ce que vous écoutez plus, est-ce que vous regardez mais que vous vous en foutez, est-ce que vous regardez et que vous aimez les détails, etc. etc. Parce que en fonction de ça, donc soit juste je vais baisser un peu le travail que je fais sur les enluminures, et dans le deuxième cas, ça voudrait aussi dire que si vous êtes nombreux à plutôt écouter mes épisodes, je peux peut-être aussi envisager, je dis bien envisager, de faire un truc plus léger qui nécessiterait moins de support visuel en fait, tout simplement. J'aimerais aussi faire une FAQ, mais bon, je pense que je vais attendre les 100 000 abonnés pour la faire, ça paraît plus logique. Même si j'aimerais bien reparler avec vous de l'étendue de cette, on va dire, année 2021-2022, mais vu qu'elle n'est pas encore finie, on en parlera en temps et en heure. Enfin voilà, camarades, il y a 1000 choses dont j'aimerais parler avec vous, il y a encore 1000 choses à faire. La série sur les Mongols est bien amorcée maintenant, j'ai envie de la continuer. Elle a été assez frustrante jusqu'ici parce qu'elle est moins complexe que ce que j'ai pu faire avant, on en a déjà parlé la dernière fois, mais on va commencer à rentrer un petit peu dans la complexité du sujet. Bref, voilà camarades, j'espère que cela encore une fois vous a plu, j'espère que la suite de tout ce programme vous plaît, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur justement tout ce programme dans les commentaires. Enfin voilà camarades, il y a 1000 choses à faire, 1000 choses à dire, j'espère que tout ça vous plaît, j'espère que tout ça vous plaira, j'espère que vous vous portez bien, et je vous dis au mois prochain. Ciao.